Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'actualité sur la télévision nationale. Voici les titres. Ce mercredi gouvernemental décide de la mise aux normes internationales de la pelouse principale et autres installations du stade JMK, de mesures favorables aux personnes touchées par des travaux d'utilité publique à Fidj-Rossais. Dans un instant, l'intégralité des décisions. Écho des grandes conclusions du Congrès international de la drépanocytose à Cotonou, une rencontre scientifique initiée par l'association Doris pour partager les solutions de prise en charge de cette maladie non transmissible mais redoutable. Hors du Bénin, au Niger, la junte au pouvoir a rebaptisé des rues et monuments portant des noms français. Au Kenya, le Sénat se penche sur la destitution du vice-président, écho aussi des joutes de la présidentielle aux États-Unis. Merci de nous recevoir chez vous. Avec cette livraison de l'actualité, on ouvre tout de suite les portes du palais de la Marina pour entendre les décisions prises aujourd'hui en Conseil des ministres. Entre autres, le gouvernement a statué sur la réhabilitation de la pelouse principale et d'autres installations du stade général Mathieu Kérékou. Ont été aussi décidées des mesures d'accompagnement favorables aux personnes touchées par des travaux d'utilité publique à Fidj-Rossais. Voici les précisions et l'intégralité des décisions dans l'office du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 octobre 2024 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, et a pris les décisions que voici. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portant approbation du schéma directeur d'aménagement du littoral, nomination de commissaires aux comptes près de certaines entreprises publiques. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour les travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d'entraînement du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou. Les dits travaux interviennent pour tenir compte des observations formulées par la Confédération africaine de football en vue d'assurer l'homologation de ce stade et lui permettre de recevoir de nouveau des matchs internationaux. Ils prennent en compte la dépose de la totalité de la pelouse du terrain principal et la reprise en gazon naturel avec une demi-lune, la réalisation d'un terrain d'entraînement en gazon synthétique, la réalisation de travaux de clôture du terrain annexe, l'entretien des 2 terrains de football avec la fourniture d'une flotte complète d'équipements entrant dans ce cadre. Le Conseil y a marqué son accord et autorisé la contractualisation subséquente avec une entreprise qualifiée. En point 2, mesures d'accompagnement au profit des personnes concernées par la libération de l'emprise de la rue 12 589 de Fidj-Rossais à Cotonou. D'une longueur de 548 mètres, cette rue dispose d'une emprise originaire de 15 mètres respectée sur un linéaire de 280 mètres seulement. Le reste du tronçon a été obstrué par des constructions érigées dans le domaine public et qui ont entraîné un rétrécissement de la rue, ne permettant la circulation que sur une largeur d'environ 5 mètres. Dans le cadre de la réalisation des travaux d'asphaltage de la phase 2 à Cotonou, il a été procédé à la libération de l'emprise occupée, affectant certaines propriétés privées constituées de bâtiments et de murs de clôture. Aussi, le Conseil a-t-il approuvé la mise en œuvre de mesures d'accompagnement au profit des propriétaires sinistrés et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Procureur général près la Cour suprême, M. Djidonou Saturnin Afatan. Au ministère des Sports, sur proposition du ministre. Directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, M. Olusegun Judikael Biaou. Directeurs départementaux comme ci-après. Atakora, M. Kunato Isifu. Atlantique, M. Alfred Gbetogo Toyetome. Borgou,
M. Abdouaziz Teyami Abdoulaye. Koufo, Mme Solange Bessi. Mono enfin, M. Job Odilon Awelete Moncho. Je vous remercie. Écho à présent du congrès international organisé sur la drépanocytose à Cotonou par l'association Doris. Des recherches se poursuivent toujours autour de cette redoutable maladie du sang dont les solutions oscillent entre traitements au long cours et de lourdes solutions au coût prohibitif. Le congrès de Cotonou tente de faire bouger les lignes dans la prévention et la prise en charge des patients. Écho ici avec Ernest Tétégou et Brice Deogracias Menaï. Approfondir les réflexions pour améliorer les conditions de prise en charge des personnes drépanocytaires. C'est le but de ce 19e congrès international de lutte contre la drépanocytose. Il a réuni acteurs du monde universitaire, spécialistes de la santé, étudiants en médecine et associations intervenant dans la prise en charge des patients. Ça a été un congrès inégalable. Nous avons entendu des conférences et des présentations digne d'un congrès international. Et ceci sur tous les plans du continuum de la lutte contre la drépanocytose. Depuis la prévention primaire, jusqu'à la réhabilitation, jusqu'à la réinsertion sociale. J'ai pu percevoir à travers vos échanges que vous avez également ouvert la voie sur la nécessité, l'impérative nécessité que nous puissions nous ouvrir davantage à plus de recherches pour que, du point de vue des perspectives thérapeutiques qui sont censées être croissantes, bien sûr, et qui vont encore aller plus de l'avant avec la recherche, nous puissions avoir encore plus d'espoir. Les échanges ont porté sur le dépistage à titre préventif, les complications de la maladie, les avancées thérapeutiques et la place du sport dans le traitement de la drépanocytose. Autant de thématiques qui ont tenu en haleine les congressistes. À travers vraiment une large ouverture d'esprit, vous avez su jeter, pondre, tracer les voies pour que demain, il y ait plus d'éclaircies à l'horizon pour les patients ou les familles touchées par la drépanocytose. Un plaidoyer est émis à l'endroit des décideurs, dont l'une des requêtes est l'institution d'un fonds mondial de lutte contre les maladies non transmissibles. Au terme de ce congrès, les dés sont donc jetés pour améliorer les conditions de prise en charge et une meilleure insertion socio-professionnelle des drépanocytaires. On croise les doigts. Augmentation de l'accès à l'électricité, un projet du gouvernement béninois soutenu par la Banque mondiale qui réjouit déjà les citoyens de la ville de l'Espérance. Nous sommes dans le Mono. Oui, notre équipe sur place nous édifie à travers un Lokosa by Night. Suivons volontiers Évariste Zomarou et Samira Tchabi Mané dans une nocturne mais lumineuse balade. Suivons. Depuis l'installation des lampadaires dans la rue Mdur à Agnivedji, Ferdinand Zounon, conducteur de taxi-moto, repère plus facilement ses clients. Cette rue, jadis plongée dans le noir, ne donnait aucune envie de s'y aventurer. Mais quand les lumières sont rentrées dans la voie, maintenant on a vu que la voie est éclairée et tout est bien maintenant. Même si quelqu'un a l'intention de voler ou bien de faire du mal à quelqu'un, il aura peur parce que c'est des lampes qui sont allumées à temps. Sincèrement, dit ça, là, il faut féliciter. Depuis quelques jours, là, vraiment, le constat a changé totalement dans toutes les vents. Ça prouve vraiment que le gouvernement est en train de faire son travail. Ça fait que les voleurs ont un peu peur de rentrer dans les quartiers, dans la ville aussi. Un peu plus loin, rue Barbeau, c'est aussi la joie au marché de vente d'Akassa. L'éclairage public ne laisse personne indifférent. Avant l'arrivée du président Talon,
La rue Barbeau était obscure et faisait peur. Je dépensais beaucoup d'argent dans l'achat du pétrole. Nous lui disons merci car nous vaquons en toute sérénité à nos activités. Nous avons constaté que notre ville est éclairée. Là où il y a des obscurités qui nous inquiétaient, tout est parfait. Je suis venu acheter à Kassa. Avant, on avait peur d'en acheter parce que les bonnes dames peuvent te glisser de mauvais à Kassa. Arrivé à la maison, tu es obligé de jeter au poulet. La révélation de la beauté de l'Okossa au coucher du soleil découle du projet d'augmentation de l'accès à l'électricité P2AE, une vision du gouvernement qui augmente l'accès des ménages, entreprises et infrastructures publiques au service d'électricité. L'Okossa a gagné à travers ce projet 593 lampadaires et est en train de les poser. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a plus trop de zones d'ombre à travers la ville de l'Okossa. Nous irons aussi dans les autres arrondissements pour impacter un peu partout parce que la sécurité doit être vue de manière globale. Et chacun de nous doit pouvoir réellement en prendre soin. Et je dois passer par là pour tirer un coup de chapeau au gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon. Le projet d'augmentation de l'accès à l'électricité impactera également les zones périphériques de la commune de l'Okossa. Il est en cours d'exécution dans les 77 communes du Bénin. Au nombre des programmes qui ont distingué la gouvernance sociale du Bénin à l'international, la cantine scolaire, le modèle béninois qui surclasse le pays comme champion en alimentation scolaire sur la planète, continue d'inspirer. Le ministre Salimane Karimou s'est voulu à ce sujet éloquent par rapport à ce sujet de fierté pour le pays à l'occasion du bilan qu'il fait de la gouvernance éducative chez les tout-petits. On écoute le ministre des Enseignements maternels et primaires. Pour ce qui concerne les cantines prises en charge par le gouvernement d'alors, elles n'étaient que d'environ 1131 écoles primaires. Et le budget qui était alloué jusqu'en 2016 n'était que d'1 milliard de francs CFA. Et dans le milliard, la structure chargée de mettre en œuvre ce programme devrait encore retirer 200 millions pour son fonctionnement. Donc il ne restait visiblement que 800 millions. Il ne restait que 800 millions pour prendre en charge les 250 000 écoliers. 800 millions pendant combien de jours? Alors le décompte a montré que les 250 000 n'étaient nourris que pendant 20 jours dans l'année scolaire. Une année scolaire compte en réalité 180 jours. Les enfants devraient être nourris pendant 180 jours. Ça, c'était l'état des lieux qu'on a vu en 2016. Alors, et les cantines gouvernementales et celles des partenaires, au plan national, le taux de couverture n'était que de 31%. Alors, nous avons décidé dans le PAG de porter ce taux-là à 51%, n'est-ce pas, à 2021 dans le temps. Donc, d'un milliard de budget, on est passé à la première année là, à 6 milliards. Et l'année qui a suivi, on est allé à 15 milliards. Ce qui fait que, même avant terme, déjà en 2018, on a atteint les 51% de taux de couverture. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons 5708 ou 709, d'après les derniers chiffres confiés par le partenaire, écoles primaires couvertes en cantine scolaire au Bénin, sur environ 7500. Ce qui nous donne aujourd'hui pratiquement un taux minimum de 75%. Donc le budget d'1 milliard de 2016 est passé aujourd'hui à 32 milliards 5 et plus l'an. Et figurez-vous, depuis 2017 que ce programme a démarré, il n'a jamais connu d'interruption jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que, au plan international, le Bénin a été reconnu comme champion mondial en alimentation scolaire. Parce que les 32 milliards dont vous parlez là, ce n'est pas, n'est-ce pas, des prêts ni des aides venues de l'extérieur. C'est l'effort national. L'avocat général près le parquet général de la Cour suprême, Jacques Memavo-Oussou, et 4 autres conseillers ont été installés dans leurs fonctions après avoir prêté serment.
Les audiences dédiées à la cérémonie se sont déroulées sous l'autorité du président de la Cour suprême et du ministre de la Justice. Alors, au siège de l'institution à Porto-Novo, voir les moments clés de cette installation avec Michel Elégbé et Nathalie Doris-Olabi. Je le jure. C'est l'avocat général près le parquet général de la Cour suprême, Jacques Memavo-Oussou, qui a ouvert le bal des prestations de serment. Sa promesse solennelle est actée par le président de la Cour suprême après la réquisition du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Jacques Memavo-Oussou, je ne doute aucunement, au regard de votre riche expérience dans les juridictions de fond, que vous disposez des qualités nécessaires à l'accomplissement avec brio des nouvelles fonctions auxquelles vous êtes appelés. Je vous souhaite, ainsi qu'à tous les magistrats qui prêtent serment ce jour, de s'acquitter de leur mission avec sagesse, clairvoyance et humilité, et de contribuer à faire de notre justice un pilier toujours plus solide du développement de notre pays. Je voudrais vous assurer de mon soutien personnel et de celui de l'ensemble des autres membres de la Cour, ainsi que l'ensemble du personnel administratif, dans l'accomplissement des lourdes mais exaltantes fonctions que la nation vient de vous confier. Au cours de la deuxième audience, les 4 nouveaux conseillers de la Cour se sont également prêtés à l'exercice. Il s'agit des magistrats Agboton Alexis Metaou, Wilfried Sonagnon Araba, Seydou Boni Pegounou, Sani Sidi Hamza Goté. La nomination de ces conseillers constitue une bouffée d'oxygène pour la Cour suprême car elle vient renforcer l'effectif du personnel magistrat de la Cour qui a enregistré plusieurs départs à la retraite. La Cour s'honore d'accueillir dans ses rangs des magistrats de grand talent, blanchis sous le harnais, compétents et prêts à assurer la relève de leurs aînés dans un contexte de défi de la modernisation de notre Cour. Cette cérémonie de prestation de serment est l'aboutissement heureux de la mise en œuvre de l'une des réformes majeures opérées au sein de l'appareil judiciaire du Bénin en général et à la Cour suprême en particulier. Après l'actualité de la Cour suprême, celle de la vice-présidente de la République à présent, Mariam Tchabi Talata Zimé, a eu des tête-à-tête avec Jacques Migan, haut commissaire à la prévention de la corruption, et une délégation de l'UNICEF avec à sa tête Anna Souleyman, directrice exécutive adjointe de l'organisation onusienne. Ils se sont confiés à Jean Nombima et à Blaise Adampo. Ce matin, nous avons eu l'honneur de rencontrer Madame la vice-présidente. Nous avons eu l'honneur de discuter de plusieurs questions d'intérêt mutuel, telles que la collaboration de l'UNICEF avec le gouvernement sur un vaste programme. Nous avons parlé de l'éducation des filles, particulièrement des groupes vulnérables. Nous avons discuté également de comment l'investissement de la communauté vulnérable peut aider le développement au niveau économique et social. Également de notre collaboration avec le gouvernement où le Bénin est passé un exemple, un pays exemple. Nous avons discuté également des progrès que le Bénin a réalisés dans ce domaine au niveau des filles. Et puis en collaboration avec Brefti, nous avons parlé également de l'impact significatif que ça a sur le pays en général. Nous avons eu le privilège ce matin d'avoir été reçus par la vice-présidente. J'étais avec la directrice exécutive adjointe de l'UNICEF et nos échanges ont porté sur les progrès significatifs que le Bénin a fait ces dernières années en matière donc, de la fille adolescente. Des lois ont été adoptées. L'accès à l'école a été amélioré, la qualité de l'enseignement a été améliorée. Bref, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont mis l'accent donc sur l'adolescente fille et c'est tout à l'actif du Bénin. Ce que nous avions reçu de la vice-présidente, c'est beaucoup d'enseignements, beaucoup de conseils. Nous lui avons expliqué la mission du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Et les enseignements que nous avions eus
ont porté sur ce que le Haut Commissariat peut réaliser dans le cadre de sa mission. Nous lui avons expliqué que ce que veut réaliser le Haut Commissariat portera sur l'éducation à la base. Nous lui avons expliqué que dans le cadre de nos activités, nous serons dans quelques jours, dans quelques semaines, à l'ENA. Nous serons à l'ENEAM. Parce que la prévention commence par là. Parce qu'on ne peut pas parler de la corruption sans parler de la prévention. On évoquait dans ce sujet il y a un instant les actions déployées en faveur des conditions des filles adolescentes au Bénin. On va évoquer à présent un sujet qui lui fait lien, mais sur un mode instructif et ludique. Écho du concours de théâtre scolaire organisé par le projet Souhaite Bénin. Un concours dédié aux thématiques sur lesquelles intervient ce projet, notamment le soutien aux filles de conditions défavorisées. C'est une initiative organisée en tandem avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Allons voir à Kandi le lancement. C'est avec Oseni Adeleke et Judika Elayono. Je te présente mes excuses. Maintenant, dis-moi, comment te sens-tu? Concours de théâtre scolaire sur les thématiques du projet Souhaite Bénin. Il s'agit ici d'une manifestation de compétition théâtrale où plusieurs troupes venues de différents collèges des communes du département de la Liborie présentent ici au grand public leurs pièces théâtrales et leur savoir-faire. Pendant environ 15 minutes, chaque troupe présente au public son savoir-faire. Nous avons organisé des théâtres scolaires pour échanger sur les thématiques du projet Souhaite Bénin. Et dans ce cadre, plusieurs troupes ont été représentées à travers les CEG des communes de Segbana, Gogounou, Malanville et Banikwara. Le passage, par exemple, de la troupe de Malanville porte sur les grossesses non désirées, contrairement à celui de Gogounou qui porte sur l'autonomisation de la femme. Les thèmes qui ont été choisis ont été sélectionnés à dessein parce que ce sont les thématiques qui tiennent à cœur au projet Souhaite Bénin. Au cours de ce concours, un établissement ne peut présenter qu'une seule œuvre devant les membres du jury, bien aguerris. C'était pas facile pour nous. Bon, le temps qu'on avait donné, c'était pas trop comme ça. Pendant environ 1 heure de temps qu'a duré la compétition, à la fin, les membres du jury ont proclamé première la troupe de Malanville qui a totalisé 47,5 points. Il y avait 4 équipes. On a joué comme on a fini. Les jurys ont jugé. À la fin, on est les meilleurs. Selon les organisateurs, ce concours qui va se dérouler dans tous les départements du Bénin aura une phase nationale où les meilleurs de chaque département seront représentés. Amélioration de la condition de la fille adolescente au Bénin. On en parle aussi à travers un mot d'ordre. Bâtir un avenir plus juste et équitable pour toutes les filles. C'est autour de cet idéal qu'a été célébrée la Journée internationale de la jeune fille à Porto Novo. Venues de toutes les communes de l'Ouémé et du Plateau, les filles mobilisées à l'occasion ont été édifiées sur leur rôle et responsabilités en famille et comme en société. Marraine de l'événement, Christelle Rondonumbo Aliosa, témoin Firmin Bassao. Une célébration qui se démarque et fait tache d'huile, la Journée internationale de la jeune fille à Porto Novo, un moment de restauration des valeurs et de la dignité de la femme. With Love Foundation, organisatrice de cette journée, bénéficie du soutien de plusieurs femmes leaders en politique, dont Christelle Rondonumbo Aliosa, marraine de l'événement. J'ai voulu revenir à Porto Novo où moi-même j'ai grandi, j'ai été jeune fille, pour parler à certaines jeunes filles. Je voudrais, par l'intermédiaire de ces jeunes filles, atteindre presque toutes les jeunes filles de Porto Novo et environ. Leur parler d'abord de la chance qu'elles ont, que la République aujourd'hui soit à leur côté, que l'État béninois mette les moyens en œuvre
pour permettre à la jeune fille béninoise aujourd'hui d'être scolarisée. C'est-à-dire que quand une jeune fille entre à l'école primaire, qu'elle puisse finir à l'université. Et aujourd'hui, l'État béninois accompagne énormément de différentes manières la jeune fille béninoise. Donc je suis venue leur expliquer que contrairement à ce que nous autres nous avons vécu, elles ont aujourd'hui la chance que la République soit à leur côté. Et cette chance-là, il faut qu'elles la saisissent, qu'elles gardent cette chance-là dans leur main gauche. Venues de toutes les communes de l'Ouémé et du Plateau, toutes ces jeunes filles sont appelées à saisir le contexte national favorable pour se faire une place de choix. Nous sommes là d'abord pour valoriser la jeune fille, redonner l'espoir aux jeunes filles, leur donner que malgré les vices, les difficultés auxquelles elles sont confrontées, elles peuvent les surmonter et s'affirmer, participer au développement de ce pays demain. Et donc je leur dis, vous pouvez avoir votre liberté en tant que jeune fille, mais il faut que la liberté soit encadrée. Et cette liberté doit être encadrée à partir de la maison, en se poursuivant donc vers l'école ou les lieux d'apprentissage. En reconnaissance de son engagement pour la cause féminine, Christelle Hundonugo Aliouza a été faite reine-mère de la fondation à titre honorifique. Politique. Allons sur les traces à présent des leaders du bloc républicain déployés ce samedi dans la Donga. Le président du BR est allé donner le top aux premières journées départementales des élus BR. Des journées initiées pour forger le militantisme des adhérents. Tenez, le thème retenu à l'occasion est éloquent, mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme. Voici les échos depuis la mairie de Djougou avec Jean-Claude James et Yves Agodopassi. Cette rencontre de 24 heures a réuni les élus BR des 4 communes du département. Une session de renforcement de capacité pour s'approprier les valeurs de leur famille politique qui comptent sur chacun d'eux pour relever les défis. Le bureau exécutif national du bloc républicain a souhaité organiser cette journée non seulement pour respecter ce qui a été prévu dans le PTA, mais aussi et surtout mettre l'accent sur la formation dans un grand parti comme le Bloc républicain. Et enfin, c'est bien sûr une bonne occasion pour nous de nous manifester sur le terrain. Je tiens à vous féliciter, vous qui avez pris le temps de votre week-end pour y participer. 3 communications ont marqué cette première édition des journées départementales des élus BR. Mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme, thème central, code de l'administration territoriale et enfin code électoral. Nous sommes particulièrement heureux d'être choisis pour abriter la première édition. C'est un honneur pour nous et on vous remercie très sincèrement. Tous mes camarades conseillers qui sont ici sont prêts. On est prêts, on veut vraiment apprendre en ce qui concerne notre parti, le BR. C'est une excellente initiative du Bloc républicain parce que souvent, le contact avec les populations, c'est quand les scrutins électoraux approchent, ce qui est une mauvaise chose et les gens reprochent souvent aux différents partis. Aujourd'hui que nous voulons des partis de masse, il faudrait que nous changeons nos méthodes. Je voudrais déjà saisir l'occasion pour remercier notre président du parti. Cette formation ne pouvait pas mieux tomber pour impacter les populations à la base, pour les amener à adhérer. Le BR est déjà le premier parti, n'est-ce pas, de la Donga. Après le lancement simultané à Djougou dans la Donga et à Aplahoué dans le Koufo, les leaders du parti vont rallier prochainement les autres départements. Objectif, renforcer les capacités de tous les 336 conseillers communaux et municipaux du bloc républicain. Et on va faire à présent du sport. C'est avec les Guépards juniors qui ont rallié Lomé depuis 14 octobre dernier pour prendre part au tournoi de football de leur catégorie. Ils sont 18 jeunes Guépards à être ainsi sélectionnés pour défendre le drapeau national. À 24 heures de leur entrée en compétition, nos jeunes footeux dégagent de l'assurance. Pour nous en convaincre, direction Lomé avec Igor Ayosso et Setonji Hospice Métoli. Bienvenue à Gossimé, sur le terrain de l'historique club togolais à Gaza de Lomé. C'est ici
que les Guépards U20 affûteront leur stratégie pour aborder leurs 3 adversaires des phases de poule de cette édition 2024 du tournoi de l'UFOAP, la catégorie. Tout le monde est motivé, il n'y a rien, le moral est haut, parce que c'est une compétition. On était 2e, un peu. Donc cette fois-ci, il faut qu'on soit premier pour montrer que le Bénin est en train d'évoluer. Le patron des cages des Dadier FC, Ramon Karim, est le guide sur le terrain des 18 Guépards en mission commando à Lomé. Le capitaine et ses coéquipiers auront à cœur de bien démarrer contre le Ghana. Une équipe qu'on connaît très bien. On avait joué au Ghana et ils nous ont gagné 1-0. Et on les connaît très bien, on connaît leur jeu. Il faut que nous aussi on prenne nos armes à main pour aller les combattre, pour prendre nos 3 points. C'est les 3 points les plus importants. Sous la direction du sélectionneur national adjoint Grégoire Azoïndé, dans la bonne ambiance, le groupe travaille en se projetant sur jeudi à Kégué pour le choc face au Ghana. Wow. Hors du Bénin, je l'annonçais en titre, au Niger, la junte au pouvoir rebaptise des rues et monuments portant des noms français. Au Kenya, le Sénat lance les débats sur la destitution du vice-président. Écho aussi des joutes de la présidentielle aux États-Unis. C'est Général Fouda Mosiaboka qui nous emmène à l'étranger. L'avenue de Gaulle et la place de la francophonie n'existent plus au Niger. Le régime militaire au pouvoir a débaptisé mardi plusieurs endroits historiques de la capitale Niamey, portant jusqu'ici des noms évoquant la France, ancienne puissance coloniale à laquelle ils ont tourné le dos. Au pas de charge, sur fond de musique militaire, plusieurs cadres de la junte ont arpenté les artères de la ville pour inaugurer les nouveaux noms. Le régime nigérien franchit ainsi une nouvelle étape dans la rupture avec la France, entamée depuis le coup d'État qu'il a porté au pouvoir le 26 juillet 2023. Le Sénat kényan a commencé mercredi à débattre de la procédure de destitution visant le vice-président Rigathi Gachagua après le rejet par la justice d'un recours de sa part pour stopper le processus. L'Assemblée nationale a approuvé à une écrasante majorité la semaine dernière une motion de destitution contre Gachagua en conflit avec le président William Ruto, accusé notamment d'insubordination et de détournement de fonds. Des accusations qu'il dément, affirmant qu'il poursuivra ses fonctions jusqu'à ce que le Sénat, qui avait lancé des débats préliminaires le 9 octobre, se prononce sur sa destitution. William Ruto est quant à lui jusqu'ici resté silencieux sur la procédure de destitution de son numéro 2. Il l'avait choisi comme colistier pour la présidentielle de 2022, malgré sa réputation sulfureuse déjà marquée par plusieurs accusations de corruption. Aux États-Unis, à 3 semaines des élections, l'État de Géorgie voit ses premiers électeurs faire la queue dans un bureau de vote à Albany. Un responsable électoral de l'État de Géorgie a déclaré qu'un nombre record de votes anticipés en présentiel a été enregistré mardi. La Géorgie, rappelons-le, est l'un des États américains qui autorise les électeurs à voter en personne avant les élections de novembre. Et puis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky prône le déploiement de moyens de dissuasion non nucléaires dans son pays qui seront suffisants selon lui pour protéger l'Ukraine de toute menace militaire de la part de la Russie. Des propos tenus lors d'un discours face aux députés alors qu'il présentait son plan de victoire face à la Russie. Voilà pour notre livraison de l'actualité. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.